Alors, bienvenue au deuxième cours qui est donné par Monica Nevins, pardon, et qui va porter sur la cryptographie mathématique de César Heisenberg. Ouais. Bonjour à tout le monde ici et que je vous vois pas sur Zoom. Alors, j'espère, n'hésitez pas à poser vos questions et quelqu'un va me raconter de vos questions. Alors, c'est chouette d'être ici. Moi, j'ai beaucoup d'intérêt, certainement la cryptographie. Alors, un peu pour dire, quand j'étais au premier cycle, j'adorais la cryptographie, les puzzles. En effet, c'est toujours le cas. En effet, aux études de premier cycle, j'adorais tout. Alors, j'ai commencé en informatique, physique et mathématiques et je prenais autant de cours que je pouvais. Mais à un moment donné, c'était les mathématiques. Alors, évidemment. Et en quatrième année, pour moi, c'était la théorie des groupes qui m'ont séduit. Et j'ai fait mon doctorat en théorie des représentations p-adiques. Alors, mais c'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que, après que j'ai fait mon doctorat, je travaille toujours dans la représentation, des théories de représentation p-adiques. Et je devrais dire, c'est vraiment chouette de parler dans l'école Langlands, parce que Robert Langlands a déclaré, parmi beaucoup d'autres choses, a fait une conjecture, une petite conjecture, qui est la motivation, qui est tout le travail dans la théorie des représentations p-adiques depuis 30 ans, 40 ans. Alors c'est vraiment intéressant de voir ses intérêts et de voir comment il veut partager des mathématiques encore plus larges que la théorie des représentations. La cryptographie est quelque chose que je suis revenue à la cryptographie après que j'étais professeur pour un bout de temps et c'est quelque chose que j'étudie avec mes étudiants surtout. Et c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. Alors, pardon, je n'avais pas remarqué. OK, good. Alors, notre plan. Alors, les 3 cours, j'aimerais aujourd'hui parler de la cryptographie classique à clé publique. Ça, c'est la cryptographie mathématique. Et puis, le deuxième cours, on va parler de la théorie de l'information quantique. Et puis, le dernier cours, c'est à parler du monde post-quantique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avant que je commence, est-ce qu'on connaît quelque chose de la cryptographie? On peut parler de la cryptographie, je dis le mot, je veux juste avoir quelques mots que vous connaissez déjà. À quoi que vous pensez avec la cryptographie? Visionnaire. Un chiffre de Vernam ou de Vigenère, oui, de Vigenère, très bon. Des chiffrements, oui, très bon. Blockchain. Quelques algorithmes pour chiffrer des choses, très joli. OK. Voilà. Alors, je parle. Oh, et attention, il y aura des moments où je vais vous demander de faire des calculs pendant ça, parce que c'est un cours de maths, on fait des calculs de maths, OK? Alors, être prête. OK. Alors, qu'est-ce que j'entends par la cryptographie? La cryptographie, c'est l'art et la science de chiffrer un message, d'obscurcir un message, afin que personne, sauf le destinataire prévu, puisse les lire. Pour bien comprendre cela, je vous introduis à Anne et Bertrand. Anne veut absolument envoyer un message à Bertrand, mais il y a Ève qui écoute à tout. Et donc, elle veut chiffrer le contenu du message à Bertrand, peut-être pas cacher le fait qu'il y a un message, on laisse ça, mais juste le contenu de Ève. Alors, avec ça, je vais parler beaucoup de cryptosystème. Et là, je veux dire, un cryptosystème, c'est 2 choses. Un algorithme pour chiffrer un message, pour le rendre incompréhensible, ainsi qu'une clé. C'est un paramètre spécifique qu'on utilise dans un certain cas. Là, je veux exclure le fait que je cache mon message dans quelque chose. Parce que si mon algorithme, c'est de cacher le message, alors aussitôt que vous découvrez la méthode que j'utilise, cet algorithme, vous pouvez toujours récupérer le message. Donc, je suppose que le message, que je ne peux pas le cacher, tout le monde sait comment que j'envoie un message, mais que j'utilise la clé pour être certain que personne ne lit mon message. D'accord? On dit que les premiers cryptosystèmes sont dus à César. Alors, à 1100 ans avant Jésus-Christ, il était en train de conquérir l'Europe
il a dû communiquer avec ses généraux à grande distance et donc il a donné des messages à des messagers. Et très souvent, les messagers étaient tués ou quoi, et ils ont pris ces messages. Une chose qu'on sait qu'il a fait, il a pris ces messages en latin et puis il a pris chaque lettre et l'a remplacée avec la lettre correspondante grecque. Et les gens qui l'ont lu ont dit bleu. Et c'était parfait. Mais ça, c'est un cas où l'algorithme, aussitôt qu'il est connu, c'est fini. On ne peut plus l'utiliser parce qu'on sait comment déchiffrer. C'est le chiffrement qu'on donne son nom, César. C'est le chiffre de César et c'est quelque chose qu'on connaît. C'est l'idée qu'on décale chaque lettre, disons, par 3. Alors, l'algorithme, c'est décaler les lettres de l'alphabet et par 3, 3, c'est ma clé. Donc, si j'ai un B, ça devient un E. Donc, avec ça, l'exemple veni, vidi, vici devient ergo, ergo, ergo. Et ça, c'est pas du tout compréhensible. Est-ce qu'on sent que ce cryptosystème est sécuritaire? Est-ce qu'il y a peut-être une faiblesse que vous remarquez? Il y a des lettres qui se répètent. Il y a des lettres qui se répètent. À chaque fois que j'enchiffre le V, ça devient un Y. Ça me donne beaucoup d'indices sur les patrons dans le message donné. Et en plus, il n'y a que 26 façons, 25 peut-être, de chiffrer un message. Il n'y a pas beaucoup de clés. Alors, il faudra augmenter le nombre de clés, mais je ne vais pas répondre encore à ton point-là. Plus généralement, on pourrait prendre une substitution. Et c'est très classique, c'est apparu dans le livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Il a utilisé un point clé dans le plot. L'algorithme, c'est d'appuyer une permutation de l'alphabet aux lettres de votre message et la clé sera le choix de permutation. OK. Combien de permutations sont-ils? 26 factoriel. 26 factoriel, parfait. Et 26 factoriel, c'est quoi? C'est comme 1000, 10 000? 25 millions. OK, 25 millions, encore un peu plus. Quelqu'un propose encore un autre nombre? Encore un peu plus. Quelqu'un? 10 à la quoi? Alors, nombre de clés possibles. 26 factoriel, presque 10 à la 26. Alors, c'est énorme. C'est impossible de croire comment que c'est énorme. Alors, c'est vraiment ça, il faut penser un petit peu. J'ai tenté avec cela. J'ai dit, OK, 1 an, tu peux prendre Google et demander, 1 an, c'est 10 à la 8 secondes. Alors, 10 à la 26, c'est 10 à la 18 ans. Et 10 à la 18 ans, pardon, c'est l'âge de l'univers au carré. Ça fait aucun sens de prendre le carré de l'âge de l'univers, mais c'est la seule chose à laquelle je pourrais penser pour expliquer comment c'est gros. Alors, oh my God, il y a beaucoup de clés possibles. Alors, est-ce que c'est un système sécuritaire? Non, ça revient à ce qui a été mentionné. Il y a des patrons. Et en effet, je peux acheter des livres où je casse ces cryptosystèmes-là. Il y a incroyable le nombre de clés possibles, mais je n'ai pas besoin de parcourir toutes les clés, pas du tout. Je peux juste regarder pour les jolis patrons dans mon message. Et donc, ce n'est pas un bon système. Ce qu'on va tirer de ça, le nombre de clés est important, mais pas suffisant. Il faut que l'algorithme a quelque chose qui cache vraiment beaucoup de l'information et l'information n'est pas juste quelle lettre est quelle. OK, ça va? Alors, il existe par contre un cryptosystème qui est complètement sécuritaire, à 100%. Et c'est le masque jetable, aussi dit chiffre de Vernam, one-time pad en anglais. Alors, l'algorithme, là, maintenant, on commence à utiliser les mathématiques, c'est l'arithmétique modulaire mode 26. Et la clé, ce serait une suite de M lettres où M, c'est la taille de votre message. Alors, on fait un exemple. Supposons que votre message, c'est « attaquer ». Alors, vous allez générer une suite aléatoire de lettres de A à Z, comme cela. Et puis, on fait la somme, mode 26, ça veut dire la somme dans l'alphabet. Wow, c'est beaucoup plus facile si je vous donne le tableau ici. Alors, par exemple, le A plus V, c'est 1 plus 22, ça fait 23 qui est le W.
Tandis que le T plus le R, c'est 20 plus 18, c'est 38. Mode 26 veut dire soustraire 26, ça vous donne 12 qui est le L. C'est cool. Est-ce qu'on a déjà fait quelque chose comme ça dans notre vie? Je ne sais pas si les gens... J'ai joué avec des choses comme ça quand j'étais petite. All right. Et bon, j'arrive avec un chiffrement. Maintenant, la chose à penser, vous pensez peut-être à la probabilité. Si la probabilité de choisir un V donné est complètement 1 sur 26, alors je choisis vraiment aléatoire et chaque lettre pourra arriver dans la deuxième ligne avec probabilité égale, est-ce qu'il y a les éléments de la somme apparaîtront aussi avec égalité égale? Ça veut dire, j'avais une probabilité 1 sur 26 de choisir le V ici, tandis que n'importe quelle autre lettre. Quand je fais la somme, je vais arriver sur un W ou quelque chose d'autre, mais la probabilité d'apparence d'une lettre donnée, c'est toujours 1 sur 26. Ça veut dire, il n'y a aucune information dans cette suite. Cette suite-là, toutes les lettres sont apparues avec probabilité 1 sur 26. Même si je commence avec quelque chose, il n'y a pas de rétention parce que je l'ai choisi indépendamment, aléatoirement. Ça, c'est très intéressant quand on pense que c'est possible de cacher complètement. Et je veux juste ajouter les si. C'est une sécurité absolument parfaite si on choisit la clé aléatoirement. Alors, il ne faut pas avoir des dépendances entre les lettres. Quelque chose qui détruit cet argument qu'on vient de faire détruira la sécurité de la réponse. Et il ne faut jamais réutiliser une clé parce que comme ça, on a des dépendances. OK. C'est pour ça, c'est le masque jetable. Ça veut dire qu'il faut le jeter après qu'on l'a utilisé. Mais si on utilisait la même plusieurs fois, on pourrait analyser comme le dictionnaire et voir qu'il y a des lettres qui viennent plus souvent. Oui, aussitôt que je l'utilise 2 fois, il y aura certaines probabilités que ce premier lettre, je sais déjà comment il est décalé. Si on fait des comparaisons entre deux messages, on fait des hypothèses, oh, j'ai eu la même réponse, peut-être que c'était la même lettre. On commence avec, on peut arriver à faire des analyses. Pas facile, mais c'est possible de faire des analyses. Et, OK. Alors, on connaît cela, mais comprenez, c'est un peu difficile à utiliser à cause que c'est masque jetable. Si je veux enchiffrer quelque chose, je dois avoir parlé avec vous et on s'est réunis sur une clé aléatoire. Je vous ai donné une copie et puis 2 ans d'après, j'ai dit, oh, je vais utiliser la clé qu'on avait partagée. Voici mon message et vous avez besoin de cette clé immédiate. Ce n'est pas possible qu'à un moment donné où on veut partager une communication secrète, on ne peut pas dire, OK, voici la clé secrète. Ça ne fonctionne pas parce que je suis en train de communiquer un message secret. Je ne peux pas écrire la clé et vous le donner. Si j'étais capable de ça, je peux vous donner le secret. Donc c'est un peu incommode. Et si vous voulez enchiffrer un document Word, par exemple, de mégabytes, vous auriez besoin de mégabytes de masque jetable. OK. On recule un petit peu. L'avance de la cryptographie, c'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale. Alors, parce que, et une des choses qui est arrivée, c'est la communication radio. La communication radio, ça changeait tout, parce que comme ça, tout ce que j'envoyais à tous mes généraux ou quoi, ça passait sur les ondes très rapidement, mais ça veut dire que tout le monde pourrait l'écouter. Alors, le chiffrement, la cryptographie est essentielle. Alors, ils ont utilisé les masques jetables. Oh, en effet, ils utilisent toujours. Je connais quelqu'un qui, pour sa service militaire en Israël, a dû mémoriser ce tableau de l'alphabet et nombre pour faire ces sommes-là en temps réel comme ça avec l'alphabet hébreu. Alors, et c'est pour être capable de chiffrer quelque chose sur le terrain. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, comment pensez-vous qu'ils ont généré ces clés aléatoires? Alors, il faut générer quelque chose d'aléatoire. Les humains ne sont pas capables de générer une suite aléatoire. On est horrible. On n'est pas fait pour ça. On est des créatures de patrons. Et donc, vous ne pouvez pas laisser les gens à dire oh, A, B, W, ça ne fonctionne pas. OK. Je le mentionne. Oui. Vous connaissez? J'étais en fait opérateur de radio dans la
Excellent. Et alors, vous avez, est-ce que c'était comme un bac de balles de ping-pong? OK, OK, all right. Hey, voilà, ça c'est avancé. OK, alors on va revenir à ça. Pendant l'époque, ils ont utilisé comme un bac avec des balles de ping-pong qui sont rigides et chacun avait une lettre de l'alphabet. Ils tournaient le tout pour bien mélanger et une balle de ping-pong sortait. Ils recopiaient sur un papier avec du copie carbone et puis ils revenaient le ping-pong dans le bac et tournaient encore une fois, ils sortaient. Alors, c'était difficile, mais comme ça, ils ont produit des masques jetables pendant des heures, des jours, des semaines, ils ont produit et donné ces 2 copies à des gens. OK, juste pour dire, c'était difficile. Pendant la guerre, les États-Unis ont fait, alors notamment, ont utilisé des Navajo Code Talkers, alors des codeurs Navajo. Navajo, c'est une langue qui, à l'époque, n'était pas écrite, mais était très complexe. L'avantage d'une telle langue, alors personne ne pourrait le comprendre, mais imaginez, vous êtes là et en temps réel, vous voulez communiquer quelque chose. Laisse-moi sortir le masque jetable. Ou bien, dites aux gens et le gens dit à son ami dans sa langue. C'est ça qui arrive, c'est ça que vous devriez faire. Alors, ça permettait une communication en temps réel. Alors, très, très important pour eux. Le Japon aussi dépendait sur les systèmes de cryptographie. Le plus connu entre eux s'appelait par les Américains, Purple. Mais c'était un chiffrement par substitution. C'était pas loin. Alors, c'était plus compliqué que la substitution qu'on a parlé, ça fait 2 minutes. Mais quand même, les Américains ont réussi à le déchiffrer au début de la guerre, même avant la guerre. Ce qui est horrible, ils étaient capables d'interpréter, d'intercepter toute la communication. Ils avaient reçu le message qui indiquait que Pearl Harbor arrivera, mais ils n'ont pas dit « c'est urgent ». Et donc, personne ne l'a su. C'est incroyable. Ils l'ont déchiffré. Anyway, ça arrive toujours. Tout ce qu'on peut faire comme les matheux, c'est déchiffrer. Alors, si les gens ne peuvent pas penser à quoi qu'ils disent, que ça sert, c'est leur problème. Mais, OK, certainement, le plus célèbre des machines cryptographiques de la Deuxième Guerre mondiale, c'est Enigma, et dont on va parler un petit peu. Alors, Enigma, c'est comme une machine à écrire avec un clavier. Et alors, la machine était secrète, mais à un moment donné, on a les Américains, ceux de l'Angleterre ont réussi à obtenir une machine et comme ça, on a appris beaucoup plus. Alors, ici, vous pesez, disons, sur le D. Alors, ça fait faire un courant électrique par la machine. Elle va passer ici en avant, il y a des prises et peut-être ça associe le Y avec le O, par exemple. Alors, ça fait une petite substitution, pas de grave. Et puis, le courant électrique va passer autour. Puis, il va arriver ici au fond. Et là, il passe dans les rotors. Ces rotors-là, chacun, c'est une permutation. Alors, le D devient peut-être un R, puis ça passe au prochain rotor, c'est une autre permutation, puis au prochain. Puis, à la fin, ça reflète, ça passe par tous les rotors. Maintenant, c'est bien mélangé. Ça passe par les prises électriques, donc tout est symétrique, et ça allume une de ces petites lumières-là, peut-être le A. Si ça, c'était tout ce que cette machine faisait, c'était une substitution, un cryptogramme très cher. Mais ce qu'il faisait, c'est magnifique. C'est la prochaine fois, dès que j'ai pesé un bouton sur le clavier, le premier rotor avance par 1. Et en faisant cela, si je pèse sur le D une deuxième fois, ça va parcourir un circuit complètement différent et peut-être le B va arriver. Donc, chaque lettre est individuellement codée dans une lettre différente qui apparaît là. Et pour déchiffrer, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre mes rotors et mes prises de la bonne façon et puis taper le message que j'ai reçu. Et puisque c'est symétrique, ce qui va allumer, c'est le message original. OK. Pardon, j'ai rien compris aux permutations. Comment ça marche, ça? Alors, le rotor, c'est un beau petit cercle. Et le courant intervient à un moment donné dans le rotor, mais ce qu'on a, c'est qu'on a des fils électriques.
partout, beaucoup plus intéressant que ça, mais qui associe où ce que le courant est entré avec une lettre de départ, et puis ça va au prochain. Donc, ces permutations-là, c'est un peu malin. Et il commençait avec 3 rotors et à la fin de la guerre, ils utilisaient toujours 4 rotors pour la sécurité parce que le nombre de clés possibles, le nombre de façons que je pourrais mettre les prises ou mettre les rotors ou ajuster où ce que les rotors commencent, c'est à peu près 10 à la 20, qui est très bon. Et aussi à mentionner, les Allemands pensaient que c'était complètement incassable à cause qu'il n'y avait pas de patron qui pouvait voir dans les messages parce que chaque lettre était chiffrée d'une manière différente. Une faiblesse évidente, c'est si je veux communiquer avec vous, il faut qu'on connaisse à quel point, comment est-ce que j'ajuste ma machine pour la journée, pour la communication. Donc, chaque opérateur avait un petit livret pour le mois qui disait, alors, le premier du mois, vous allez faire ces réglages des rotors et des prises. Et comme ça, vous êtes capable. Et le prochain jour, vous choisissez le deuxième pour le deuxième jour. Donc, si quelqu'un obtenait ce livre-là, c'est magnifique pour, pas pour les Allemands. Hein? Mais... C'est la clé secrète qui était distribuée d'avance dans un... Oui, c'est ça. Alors, c'est exactement le même problème du masque jetable de distribuer les clés. Mais cette fois-ci, les clés sont plus petites parce que c'est pas trop difficile de partager ce réglage qu'on avait besoin. Mais c'est quand même le même problème qui est surtout la difficulté. En tout cas, peut-être que vous avez vu le film Le jeu d'imitation. Oui, alors vous savez tout que c'est Alan Turing avec son équipe en Angleterre, à GCHQ, qui a craqué cette machine Enigma, même au début de la guerre, en 1940. Et à peu près ce qu'ils ont vu, c'est non, il y a des patrons dans les messages, on a des façons de prendre des messages qu'on connaît, parce que dans la guerre, les messages commencent tous avec « Bonjour, c'est la station E, la météo est bonne aujourd'hui ». Alors, il y avait beaucoup d'informations qu'ils savaient déjà et ils étaient capables d'exploiter cela pour produire des patrons, réduire le 10 à la 20 à comme 10 000 et pour ça, Turing a bâti un ordinateur. Juste une digression. Turing est connu pour avoir compris c'est quoi la calculabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai une machine qui peut calculer quelque chose? Qu'est-ce qui est une valeur calculable? Il l'a décrit d'une façon très claire, qui s'appelle maintenant la machine de Turing, et tout ordinateur, même un ordinateur quantique, est une machine à Turing. OK, on reviendra la prochaine fois. D'autres questions sur Enigma, peut-être vous aurez... Enigma est fun. Mais c'est craqué, hein? Alors, et j'aurais dû dire, c'était inventé en Pologne. Avant la guerre, c'était utilisé par les banques. Alors, c'était très utilisé et très efficace pour un grand bout de temps. OK, mais les cryptographies de nos jours, c'est une nécessité. Alors, on a absolument besoin de la cryptographie parce que on fait notre communication toute par l'Internet. Et qu'est-ce qui arrive quand je tape ma carte de crédit quelque part sur l'Internet? Ça va sur le cloud et c'est copié partout sur toutes sortes de serveurs, qui sait combien, avant que ça arrive au destinataire. Et n'importe quel serveur pourrait stocker cette information et puis faire une petite recherche. Combien de choses à 16 chiffres est-ce qu'il y a? Oh, voilà une carte de crédit. Hein? Alors, en plus, peut-être ça fait 10 ans, il y avait une fuite d'informations du NSA qui expliquait que le NSA, National Security Agency, aux États-Unis, en effet, ils stockaient toutes les communications qu'ils étaient capables de stocker pour en rechercher. Alors, c'est pas juste quelqu'un pourrait peut-être copier mes messages, c'est que quelqu'un est en train de copier mes messages. Et donc, j'ai besoin de la cryptographie si je veux en garder privé. Mais de tout ce qu'on a parlé, si je veux mener une communication secrète, il faut qu'à un moment donné, on a distribué des clés. On avait une méthode secrète et privilégiée pour partager les clés avant qu'on puisse faire une communication. Mais
Mais là, ça revient à cette même hypothèse. Alors, si j'étais capable de partager une clé en temps réel avec quelqu'un en secret, je pourrais juste lui donner mon secret. Hein? Alors, c'est un peu de paradoxe. Et je dirais, le monde était convaincu que ce paradoxe est quelque chose qui est impossible à faire jusqu'à 1976. Alors, OK. Alors, en 1976, deux gens, Diffie et Hellman, ont écrit un article qui s'appelait, c'est très joli et c'est fun à lire, New Directions in Cryptography, des nouvelles directions dans la cryptographie. Ils ont proposé beaucoup de choses. Parmi eux, je vais juste choisir une portion pour vous présenter et donc on va faire un algorithme qu'ils ont présenté en détail et puis après ça, on va revenir à des autres idées, OK? Right, donc, des questions à date. La cryptographie moderne. Le concept, c'est qu'on peut vraiment créer une clé privée en plein public, devant tout le monde. OK. Et alors, on a notre Anne, Bertrand et Ève. Le concept qu'ils proposaient comme suit. Alors, juste pour avoir l'idée de quelle est la pensée, qu'est-ce qu'on veut avoir, et puis on va trouver un moyen de le faire. Donc, il y a des informations publiques que tout le monde connaît, qui sont distribuées partout. Mais c'est possible que Anne et que Bob ont une information secrète, quelque chose qui est juste dans leur tête sur leur ordi, leur clé privée A et B. Et A n'est pas égal à B car ils ne partagent pas. C'est vraiment une clé secrète qu'ils ne vont jamais partager avec quelqu'un. Ce qu'on veut faire, c'est que Anne et Bertrand sont capables de faire un calcul, quelque chose avec leur clé secrète pour produire une information publique qu'il peut dire à haute voix, le grand A, le grand B. Et de ça, notre objectif, c'est de produire C, qui est quelque chose qui est connu de Anne et Bertrand, mais que Ève ne peut pas calculer. Ça semble impossible, mais on va y arriver, OK? Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Alors, ça, c'est blablabla, faisons des mathématiques. Alors, le A, le B, tout cela, ce sont des nombres parce qu'en fin de compte, tous mes messages, je les écris sur l'ordinateur, ça devient un nombre sur l'ordinateur. Donc, on va remplacer tout avec les nombres et qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une fonction qui satisfait à certaines exigences. La première, c'est qu'il faut que Anne soit capable de prendre sa secrète et calculer facilement, il ne faut pas prendre trop de temps, pas l'âge de l'univers, facilement calculer cette valeur grand A qu'elle va publier. Par contre, il faut absolument que Ève, qui entend le grand A, n'est pas capable de retourner et trouver le petit a, parce que si Ève peut découvrir la clé privée, c'est plus une clé privée. Donc, et qu'est-ce qu'on veut dire par difficile? Temps de l'univers, quelque chose comme ça, ou encore plus que ça. Ça, c'est pour repérer la valeur petit a. Et si j'ai une fonction comme ça, je le dis, une fonction à sens unique. Question? Dans votre diapositive, la variante G, est-ce que c'est la clé publique? Dans mon cas, ça ne sera, pour l'exemple que je vais faire, je veux dire, c'est une portion, oui, de la clé publique qu'on va donner. Ce sont des informations que Anne a dit à tout le monde avant même de commencer. Oui, exactement. OK. Et dans mon diapo, c'était juste des informations publiques. Très bon. Ce qui est bon, c'est que les maths sont pleins de fonctions à sens unique. Pensez à la dérivée et l'intégrale. La dérivée, l'intégrale, on déchire les cheveux. Hein? Alors, on comprend que les maths, bon, sens unique, pas de problème. OK, on va tenter une. La multiplication et la factorisation. OK, all right. Les gens sont prêts? Aussi rapidement que vous le pouvez, donnez-moi la réponse à 5 fois 7. Très bon. 11 fois 17. Oh, très bon, les gens. OK, et maintenant le défi. 17 fois 19. OK, très bon, très bon. OK, à la multiplication, vous êtes tous experts en multiplication. Factorisation, je vous donne les nombres, je vous promets que c'est un produit de deux nombres premiers. Je veux les deux nombres premiers. OK? 57.
C'est ça. OK, OK, comment les gens? Alors, le prochain, 81, 11. 13 fois 7. 7 fois 13, OK. Et finalement, le grand, 299. 22 fois 13. Ah oui, très bon! Excellent, monsieur à la maison. 13 fois 23. Ça, c'est difficile, là. OK? Alors, je vois que tout le monde a se dit 299. Je ne le touche pas, c'est trop grand. Hein? Et pourquoi? Ouais, c'est pas qu'on est bête, hein, OK? C'est parce que vraiment, la multiplication est facile et la factorisation est difficile. Et qu'est-ce que j'entends par ça? Pour la multiplication, j'écris mes nombres sur un papier et c'est juste le nombre de nombres que j'ai écrit qui est la difficulté, parce que je dois multiplier chaque paire de nombres que j'ai écrit sur la page. Donc, la difficulté de multiplier deux nombres d'une taille, c'est juste de leur longueur quand je leur écris, pas de la taille du nombre même. Par contre, pour la factorisation, comme 299, j'ai dû penser à tous les nombres qui pourraient diviser ça de 2 jusqu'à, disons, la racine carrée. C'est la taille du nombre du produit qui cause la difficulté parce que je devrais, au pire cas, traverser tous les nombres entre 1 et sa racine carrée pour trouver un facteur. OK. Ça, c'est une différence de, on dirait, exponentielle, parce que si j'ai un nombre, alors si j'ai un nombre n qui sera un produit de deux nombres premiers, alors le nombre de chiffres en n, well, on dit que c'est, alors si je fais des chiffres binaires peut-être, et ça c'est typique ce qu'on fait, c'est à peu près le logarithme base 2, parce qu'on peut imaginer le n, c'est proche à 2 à la n. 2 à la n, ça prend n chiffres binaires. Binaire. OK. Par contre, n pourrait être beaucoup plus grand. Alors, c'est la différence, le log de 2 à la... Well, anyway, peut-être juste à dire. Alors, une grande différence. L'exponentielle de log de n, c'est n. C'est pour ça qu'on dit que le problème de factorisation est exponentiel. C'est exponentiel en quoi? En la longueur du nombre. Parce que la longueur, ça, c'est qu'est-ce que je dois communiquer. Je dois envoyer tel nombre de bits. On revient à ces idées. OK. Par contre, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres... j'ai perdu mon zoom, il semble, mais ça va. Oh, et je suis branchée. C'est pas l'Internet. OK. OK, pardon, je vais faire Escape. Oh. Je t'attends que ça reconnecte. Oh! Je parle de l'Internet. Est-ce qu'il va revenir? Et Jerome? Ouais. Voyons, et Jerome. Ah, OK. Ah! Okay. Mais juste une barre. On va attendre. On a OK. UDM visiteur. OK. OK. On va tenter. C'est bizarre. Ouais. Ah, on n'a pas dit. Mais c'est tout enregistré, alors ça va bien. OK. Can't connect. Faut s'enregistrer. Non, je crois. On va faire forget ou... Parce que. Ça... Ah, OK, là, OK. C'est connecté. OK. OK. Oh, est-ce que vous connaissez Est-ce que... J'ai perdu le lien pour le Zoom. Est-ce que vous connaissez? OK. On va se reconnecter. J'ai fait... non, là, ça va. The Home... je ne connais pas le... Le code. OK. Peut-être. On va juste ici. Ouais, je l'ai dans mon courriel au besoin. On va voir. Non, juste ici. OK. Ouais. Le grand courriel? C'est bon, moi, je ne sais pas le Zoom.
OK, c'est bon, c'est bon. OK, on va fermer des choses. On va espérer que ça fonctionne. Oh, et maintenant, il faut que je revienne ici. Pardon. Oups, 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 oups. Pardon, pardon. D'ici. Mais excusez. OK, parfait. et puis, Alt-Tab. Non, Alt-Tab. Ouais. Zoom, partager. On va y arriver. C'est bien ça. Et voilà. OK. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Je vais juste... Pardon, tout le monde. OK. Alors, ce qu'on est en train de dire, on a une fonction à sens unique, mais on ne voit pas immédiatement comment tourner cet algorithme en la chose qu'on a besoin. Parce que oui, il faut avoir cette fonction à sens unique, mais après ça, il faut avoir un algorithme qui combine les résultats en une façon pour produire une clé secrète. Donc, au lieu de prendre la multiplication, on va prendre un autre problème. Oh, pardon. Et pour l'introduire, il faudra que je passe un peu de temps avec l'arithmétique modulo n. Et donc, qui est très confortable avec arithmétique modulo n? Je connais l'arithmétique modulo n. J'ai aucune idée de quoi que tu parles. OK. All right. Ça va. Alors, je vais donner les définitions, en tout cas. Alors, si j'ai un nombre fixe, pour l'arithmétique modulo n, je vais faire le calcul de l'horloge ou comme on a fait pour les masques jetables, je prends le reste entre 0 et n-1 quand je divise par n. Et donc, 27, c'est la même chose que 7, 225, c'est la même chose que 7, et mes 3, c'est la même chose que 7 modulo 10. Mais une meilleure définition qu'on utilise quand on fait la théorie des nombres ou la théorie des groupes, c'est qu'on aperçoit que c'est vraiment une classe d'équivalence. Et quand on pense comme ça, c'est beaucoup plus facile de voir pourquoi ça a des belles propriétés. Alors, je dis que la classe d'équivalence modulo n, c'est tous les nombres tels que, quand je prends la différence, c'est divisible par n. Donc, moins 3 et 7 sont dans la même classe d'équivalence modulo 10. Alors, pardon, s'il vous plaît, quelle qu'il est pour moi? Alors, pour le premier, je vous demande de faire la classe de 17 mod 7, la classe de 34 mod 7 et prendre le produit et puis me dire c'est quelle classe. Et dans l'autre, c'est quoi si vous faites 17 fois 34? C'est un grand calcul. Et puis, vous réduisez et vous me dites le reste modulo 7. Parce qu'en apparence, on a un conflit de notation, hein? Parce que je pourrais soit multiplier les nombres, soit prendre les classes et les multiplier. OK, 18 et 18 modulo 7, je vais prendre comme un 4. Très bon, excellent. Alors, parfait. Alors là, peut-être une façon, alors oui, le 17 mod 7, c'est le 3, le 34 mod 7, c'est le moins 1 ou quelque chose. Je fais cette multiplication et je revois sur le 4. Et l'autre, le 17 fois 3. Ouais, très bon. J'ai eu comme 578. Et puis, quand je fais la réduction, j'arrive à la même réponse. Ah bon, il n'y a pas de conflit de notation, c'est cohérent. Ah, pourquoi est-ce que c'est cohérent? Parce que les mathématiques sont jolies. Si je prends n'importe quel élément dans la classe de B et n'importe quel élément dans la classe de B', ils ont cette apparence. Donc, quand je fais cette multiplication, j'ai le BB' et tout le reste, quand je le mets ensemble, je réalise que c'est un multiple de n. Et donc, forcément, pour n'importe quel choix de cas, donc n'importe quel représentant ici, j'arrive toujours dans la même classe. Et ça veut dire que la multiplication est bien définie. Ça ne fait rien quel représentant je choisis pour effectuer ce calcul, j'arriverai toujours sur la même classe de réponse. Peut-être pas la même valeur de réponse, mais la même classe. Et ça, c'est le début de des très jolies mathématiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on a vu, ce petit argument? C'est peut-être quelque chose qu'on voit aux théories de groupe de deuxième année ou peut-être quelque chose comme ça? Mais alors, l'idée, c'est que... Hein? C'est l'idée que, oui, c'est pas juste des entiers qu'on a besoin d'utiliser, on peut utiliser des classes comme cela. Donc,
faisons un peu d'algèbre. Et là, j'ai M. Euler qui a essentiellement inventé notre notion moderne d'algèbre. Alors, les entiers modulo n, je vais l'écrire z avec un petit n et je veux dire ça, c'est l'ensemble de toutes ces classes. Ou bien, si vous préférez, ce sont les nombres de 0 à n-1 avec la multiplication mod n, l'un ou l'autre. Et puis, ce qu'on avait remarqué, c'est que j'ai le droit de multiplier juste en prenant un représentant de la classe. De même pour l'addition, ça fonctionne aussi. C'est bien défini. Donc, je viens de produire un ensemble muni d'une addition et d'une multiplication avec des propriétés très jolies, sans spécifier. Qu'est-ce qu'on appelle un ensemble qui a une somme et une multiplication assez raisonnables? Un anneau, oui, absolument, je le prends. OK. Maintenant, si je prends juste les éléments de Zn, tels que le PGC de A et n est égal à 1, dans ce cas, le théorème d'Euclide nous permet de calculer l'inverse de cet élément. Comme si je travaille en Z7 et je veux savoir quelle est la valeur de 1/2, well, c'est quelque chose qui satisfait à la relation 1/2 fois 2 est égal à 1. Mod 7, ouais, mais je n'ai pas de symbole 1/2. J'ai les symboles 0, 1, 2, 3 jusqu'à 6. Mais est-ce que quelqu'un peut m'offrir un nombre? Si je prends 4, 4 fois 2 fait 1 mod 7. Et donc, 4, c'est l'inverse de 2, mod 7. OK, alors, et tout ce que j'avais besoin, c'est que le PGD soit 1. Maintenant, si je prends les éléments inversibles d'un anneau, comme cela, j'obtiens un. Quelle structure algébrique aura cet ensemble d'éléments inversibles? Un groupe. Très bon. All right. Maintenant, si je prends au lieu de n, je prends un nombre premier, parce que les nombres premiers sont fantastiques, hein? Alors, encore mieux parce que là, quand tu regardes quels sont les éléments inversibles, c'est presque tout. C'est juste le 0 qui n'est jamais inversible, pas de problème. Quelque chose comme ça me donne ZP. Et dans ce cas, ZP est quoi? Un corps. Hein? Ou bien, c'est les nombres périodiques, les entiers périodiques. Ça, c'est la notation qu'on a absolument adoptée. Ça fait 100 ans, 120 ans pour l'anneau des entiers périodiques, mais les théoriciens de nombres l'ont pris pour Z mod PZ. C'est juste absolument dommage parce que non, c'est absolument pas ça. C'est un corps commutatif. OK. Alors, aujourd'hui, même si je ne veux pas, ZP, c'est juste Z mod PZ, c'est juste les entiers mod P. Mais dans ma vie réelle, c'est l'anneau des entiers du corps périodique. Okay. Et le groupe qui est associé, quand j'enlève le 0, il y a beaucoup de très bonnes propriétés. Est-ce que quelqu'un connaît des propriétés de ce groupe qui est encore mieux que d'autres? Cyclique. Très bon, quelqu'un a appris le cours de théorie des anneaux et de corps finis. Alors, ça, c'est une preuve qu'on fait typiquement pour nous quand on étudie les corps finis. On va voir, oh oui, c'est un cours, c'est un groupe cyclique. Ce groupe cyclique, ça veut dire qu'il existe un nombre comme mod 7. Si je prends les puissances de 2, j'arrive à tous les restes sauf 0. Ça, c'est vrai pour 2, mais peut-être il y aura sûrement quelque chose qui n'est pas un générateur. Alors, c'est un peu difficile de trouver le générateur, mais on sait par la belle théorie que si je prends un premier, je peux toujours trouver un générateur. Ça veut dire que ces puissances me donnent tous les éléments inversibles. Alors, maintenant, on va proposer une fonction intéressante dans ce groupe G égale à Z mod P, Z. Alors, ou bien le groupe multiplicatif. Et c'est cette idée de prendre les puissances. Alors, si j'étais en mode 7, j'ai mon générateur, donc j'ai 2 à la 0 qui est égal à 1, j'ai le 2, j'ai le 4, 4, 2 au cube, c'est 8. 2 n'est pas un générateur. J'ai menti. C'est pas un générateur parce que j'ai pas eu toutes les valeurs de Z mod PZ. Alors, si je prends 2 à la n en Z, je n'obtiens que 1, 2, 4. Et c'est pas Z7.
3. Est-ce que quelqu'un peut me, s'il vous plaît, donner un générateur de Z mod 7Z? Quoi? Je vais avoir un élément G tel que ça soit vrai. Alors, je vais avoir, choisir un élément de Z mod 7Z tel que ses puissances me donnent tous les éléments non nuls de Z mod 7Z. Ouais, 3 semble bon. Si je prends 3, 3 au carré, c'est 2. 3 au cube, c'est 27 qui est comme 6. Et maintenant, on sait que ça va bien aller. 3 à la 4, c'est beaucoup de trop. 6 fois 3, c'est 18. Donc, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. Et donc, ça, c'est 5. Et 5 fois 3, c'est 15, qui est 1. OK. Alors, j'ai triché. Au lieu de calculer les puissances de 3, à un moment donné, j'ai juste multiplié le précédent par 3. C'est beaucoup plus facile. Il y a des astuces comme ça avec l'arithmétique modulaire. C'est pour ça qu'on l'adore pour la cryptographie. Alors, d'accord? Alors, ça, c'est un générateur de Z mod PZ, de Z mod 7Z, parce que toutes ces puissances me donnent tout. Et donc, je peux parler de cette application. Je prends un nombre. Ici, mon application, c'est que j'ai, x est égal à 1 et ça, c'est g à la x sur là. Alors, pardon, ça, c'est x égale à 0, ça, c'est x égale à 1, x égale à 2, 3, 4. Est-ce que je l'ai eu? Ce qui est intéressant, c'est que cette suite semble un peu aléatoire. Et ça, c'est la sorte de choses qu'on aime voir si on veut créer un cryptosystème. Alors, c'est un peu difficile de trouver un générateur, mais dès que je l'ai, je pourrais écrire toutes ces puissances. Ici, je donne la définition d'un générateur. C'est quelque chose tel que son ordre. La première fois que j'arrive à 1, c'est qu'après que j'ai épuisé tout l'ensemble. Alors, je dis que c'est facile de calculer G à la X mod P. Alors, même si la puissance est très, très grande, il y a des astuces pour ça. Et la première, c'est qu'on devrait écrire notre puissance sous forme binaire pour voir quelles sont les puissances de 2 qui apparaissent. Ça, c'est facile. Si je vous donne un nombre, vous dites, OK, donne-moi la plus grande puissance de 2 qui est plus petit que mon nombre, et vous le soustrayez, et puis vous faites encore et vous répétez, et vous arrivez. Est-ce qu'on fait l'expression binaire de nombre en école? C'est quelque chose qu'on ne parle pas, hein? Mais dans mon âge, on faisait les calculs binaires à l'école. OK. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on peut penser à X comme étant une somme de puissance de 2. Et pourquoi ça, c'est intéressant? C'est parce que je peux faire le quadrillage répété assez rapidement. Je fais G fois G, c'est G carré. G carré fois G carré, c'est G à la 4. Ainsi de suite. Je peux calculer assez facilement G à une puissance qui est un multiple qui est un 2 à la n. Et donc, si je veux calculer G à la 545, je peux juste multiplier le 5 à le 512, à le 32 et le 1, et comme ça, j'ai ma réponse. Je n'ai pas dû faire G fois G fois G fois G fois G pour arriver au résultat. Je n'ai pas besoin de faire tout le travail de 1 à X pour calculer la puissance. J'ai juste besoin de connaître comment écrire X sous forme binaire et puis de faire un peu de quadrillage répété. Donc, le travail exigé pour calculer la puissance, ce serait proportionnel à la longueur de la puissance exprimée en binaire. Et ça, c'est qu'est-ce que je veux dire. Alors, on est toujours intéressé de savoir est-ce que c'est possible de faire ce calcul dans un temps efficace, et ça, c'est l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cela? C'est une astuce? Oui. Disons, pour un ordinateur, c'est très facile à faire. OK. Et de ce que je disais, c'est cette suite de puissance est vraiment très intéressante. Elle est aléatoire. J'ai pris là les puissances de 48 mode 101 et vous voyez, il n'y a pas de raison de prédire où je trouverai le 57, sauf si je parcourais la suite et j'arrive, oh, j'ai réussi à trouver le 57. Alors, est-ce que c'est une fonction à sens unique? Parce que ça, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Alors, la fonction réciproque, ça veut dire, si je vous donne le résultat, comme le 6, et je vous demande quelle est la puissance à laquelle vous avez pris G pour arriver à cette réponse,
Ça, c'est le logarithme discret. Logarithme discret parce qu'on ne peut pas utiliser le bouton log sur la calculatrice pour le faire, parce que le log sur la calculatrice ne fait pas l'arithmétique modulaire. Et en effet, il n'existe aucune façon très facile de faire cette logarithme. Un calcul à tenter. S'il vous plaît, maintenant, modulo 11, sortez vos papiers et quel sera le log discret de 6 en Z11? Si je prends la base 2, donc je veux résoudre 2 à la quoi fait 6, mode 11. Et peut-être ici, c'est aussi comment est-ce que vous approchez ce problème? Ça, c'est aussi la question que je pose. Les gens font tout dans leur tête, ils sont incroyables et c'est wow! C'est pas la réponse, c'est juste une question qui va guider. Le X doit appartenir entre 0 et 11. Oui, alors entre 0 et 10, en fin de compte, je crois. Mais oui, on espère, mais si tu me trouverais n'importe quelle puissance qui fonctionnait, on pourrait le réduire et trouver une réponse qui sera dans cet intervalle. Alors oui, les puissances que j'aurais besoin, c'est juste, j'ai juste besoin de quelques indicateurs que je commence à cycler dans mon groupe cyclique. Alors, si je fais mode 11, à la 10e puissance, j'aurais arrêté. Question. Donc, il suffit de résoudre 2 à la x conduit à 2, 2 à la x conduit à 3, et l'expérience ensemble. Oh, très bon. Ça, c'est joli. 2 à la x égale à 2, 2 à la x égale à 3. OK, ça, c'est le x égale à 1. Et peut-être le dy égale à 3. Et vous avez une réponse? Je remarque moins de cube. C'est moins 8 qui est 3. Oh, très bon. OK, alors... Alors, très bon, oui, exactement. Je crois qu'on peut toujours voir que le 2 à la 10 sera le... 2 à la 5 sera le moins 1 pour des raisons intéressantes. Alors, oui, je crois qu'on peut reconstituer. Alors, moins 2 au cube fois 2. Ça devrait, 3 fois 2 est égal à 6. Et le moins 2 à la cube, c'est... Pardon. J'ai besoin d'un peu plus d'espace. Alors, on arrive à dire moins 2 à la cube fois 2, c'est 2 à la 5 au 3 fois 2 à la 1, qui fait 2 à la 16, qui est égal à 2 à la 10, alors 2 à la 6. Parce que 2 à la 10 vaut 1 dans ce cas en Z11. Excellent! Oh, voyons! Mais ça a pris beaucoup de jouer, hein? Alors ça, c'est incroyable. C'est beaucoup plus sophistiqué que j'aurais imaginé parce que ce que moi, je ferais, c'est je calcule les puissances et je cherche. Alors, mais ça, c'était cool. Alors, un algorithme serait de juste prendre, OK, 2 à la x, 11 à chaque fois. Et lorsqu'on fait, on réussit. Ah, oui. Oups, on n'a pas le même résultat. Exercice. Est-ce que j'ai eu le moins 1, c'est à 5. Et 15 plus 1 fait 16. 16 mode 11. Non, 7 mode... Bonne question. OK. C'est possible que ce tableau soit faux et c'est possible que ce calcul que je me suis trompée de quelque chose, on le laisse comme un mystère. Oh, vous avez? Non, c'est parce que quand on utilise des nombres modulo, mettons 11, on multiplie, c'est correct, on additionne, c'est correct, mais là, on met ça à la puissance, puis je suis un peu... Alors, j'ai le droit de parler des puissances. Alors, ça va bien aller. Alors, l'arithmétique. Je me suis... regarde. Je vois. Regarde ce que j'ai dit. J'ai dit moins 2 est égal à 2 à la 5. Mais c'est pas ça. Moins 2 moins 1 est égal à 2 à la 5. Donc, moins 2 est égal à 2 à la 6. OK. Alors,
OK, alors il faudra le faire, je vais faire, alors si je fais 6 ici, et puis j'ai 18 plus 1, ça fait 19, et ici, ça c'est, les puissances sont toujours modulo de 10. On peut aussi remarquer que 2 et 6 sont l'inverse l'un de l'autre, donc 2 puissance 9 est aussi l'inverse de 2. Oui. Égal à la 2 à la 10 fois 2 à la moins 1, et ça vaut 1, donc c'est égal à 2 à la moins 1, qui est l'inverse de 2. L'inverse de 2, qu'on reconnaît, est égal à 6. OK, alors, en effet, on a démontré des choses très intéressantes que je ne m'attendais pas. Une, c'est qu'on a beaucoup d'astuces avec les nombres premiers. Alors, on peut faire toutes sortes de choses. Alors, quand je dis que notre algorithme fantastique, c'est de parcourir la liste, c'est pas entièrement vrai parce qu'on est trop malin pour ça avec les nombres premiers. Alors, excellent. En tout cas, j'espère qu'on arrive à décider. On a trouvé le log discret, mais ce n'était pas facile. OK? Alors, on a dû vraiment penser un petit peu. Alors, le sommaire, c'est, je devrais dire, on pense que l'algorithme pour le log discret, c'est à peu près semblable à la complexité étant comme la taille de P. Donc, si vous avez un nombre P avec 99 chiffres binaires, ça, c'est un nombre énorme, et de tenter de créer ce tableau avec tant d'éléments, c'est pas raisonnable, c'est pas possible. Donc, pour ça, on peut dire que c'est vraiment une fonction en sens unique. OK. Mais est-ce qu'on sait c'est quoi les algorithmes les plus rapides le font combien de temps? Oui, de ma tête, je crois que c'est non, dans ma tête, j'ai un autre algorithme que je ne connais pas. Je sais que c'est toujours exponentiel, mais c'est pas une grande puissance. Donc, mais alors, on croit que c'est bon. Juste pour dire, on va faire quelque chose et puis je vais dire, mais on ne fait pas avec Z mod PZ. Alors, il y a un moment qui vient. OK, mais comment est-ce qu'on peut créer une clé secrète avec cela? Alors, je vous demande de vous mettre ensemble, Anne et Bertrand. OK? Anne et Bertrand, vous êtes prêtes? Vous allez me dire comment créer le secret. Alors, on prend le grand nombre premier 13, parce qu'on veut être capable de faire les calculs peut-être à main ou bien avec un logiciel facile. Imaginez un grand P. Et là, un générateur est 2. Anne et Bertrand vont faire un calcul eux-mêmes. Alors, vous êtes Anne, vous êtes Bertrand. Vous choisissez un nombre entre, disons, 3 ou 4 et 12, et vous calculez la puissance 2 à cette puissance modulo 11. OK? Vous gardez la puissance secrète pour vous-même, mais vous allez écrire la réponse et donner à Bertrand ou donner à Anne. Modulo 13, absolument. Et modulo 13, donc, si vous avez une calculatrice, c'est pas si pire. Autrement, probablement, vous allez choisir une petite puissance. On n'est pas intéressé à faire des puissances? Si on ne veut pas faire un calcul, on peut juste faire comme expérimentalement. OK, imaginez-vous que vous avez fait un tel calcul et que Anne vous a donné sa réponse. Et puis, Bertrand, vous avez donné votre réponse à Anne. Vous n'avez pas partagé votre petite clé, le petit A, le petit B. Et on suppose que P est si grand que c'est impossible de trouver le log discret. La question. Le A, B sont publics, non? Le grand A et le grand B sont publics. La réponse du calcul est publique, mais la petit A, le petit B que vous avez utilisé pour produire cette réponse, vous le gardez vous-même. Et on comprend que si vous annoncez le grand A et je veux savoir ou connaître votre petit A, ça c'est le problème de logarithme discret et très difficile à faire, mode 13. Et la question d'imaginer, alors vous êtes Anne, Bertrand t'a donné ce nombre-là, que pouvez-vous calculer? Que Bob veut calculer aussi, quelle réponse, mais que Eve ne peut pas. Et l'indication, qu'est-ce que vous avez en main?
Quelle est à votre disposition? OK, le produit de grand A et de grand B, c'est déjà un calcul qu'on peut faire avec ce qui est donné. Par contre, Ève connaît grand A et grand B. Elle peut aussi calculer le produit. Petit A plus grand B ou quelque chose comme ça, qui vient des deux informations. OK, OK. Alors, petit A plus le grand B, là, je veux dire, peut-être pas le plus qu'on aimerait, OK, mais alors, le petit A plus le grand B. Oh, ça, c'est une question intéressante. Qu'est-ce qui arrive ici? Je fais que, mais mon petit A plus le grand B, c'est pas quelque chose que Bertrand peut calculer. Parce que le grand B plus le petit a ne seront pas égaux. Mais c'est une bonne idée. Oups, pardon. Je vais commencer à effacer. Alors, vous êtes Anne, A, la lettre A et le grand B. Et Bertrand, à sa disposition, il a le petit b et le grand A. Alors, on a tenté A plus B. Non, Ève peut calculer ça. Et on a tenté A plus B, mais c'est pas égal à B plus A. Donc ça va pas. Je pense que Bertrand peut faire B multiplié par grand A. OK. On a B fois grand A. Oh, mais en général, c'est pas la même. Classe G à la puissance A fois B. Alors, exactement. Parce que, voyons, Anne peut prendre B à la puissance petit a. Et en réalité, c'est G à la B à la puissance A. Tandis que Bertrand peut faire A à la puissance B, qui en réalité veut dire G à la A à la puissance B. Et ceux, ils sont égaux. OK, je répète là. Malin, hein? Alors, on regarde qu'est-ce qu'ils ont tous les droits. Ils ont utilisé la chose publique qu'ils ont reçue de Bertrand et leur petite clé privée pour produire quelque chose. Et ils sont réunis. Ils ont tous les deux calculé le C. Comment est-ce que Ève peut calculer le C? Ouais, elle pourrait tenter de multiplier les résultats, grand A, grand B, mais ça donne G à la A plus B. Ça ne fonctionne pas. Elle pourrait faire A à la puissance B, par exemple, mais ça donne G à la A de G à la B. Ça ne fonctionne pas, ça ne donne pas la réponse. Et en effet, on croit que afin de calculer cette valeur G à la AB que Bertrand et Anne peuvent calculer facilement, Ève aurait besoin de soit la clé de Anne, soit la clé de Bertrand pour être capable de reconstituer leur calcul. Et donc, de résoudre le log discret. On dit étoile à cause que c'est pas démontré. Parce que on donne des informations, peut-être qu'il y a une façon cool qu'on pourrait trouver la réponse sans faire le log discret. Ça dépend du groupe sur lequel on est. Donc, petite étoile, mais on ira avec. OK, alors, je vais répéter. Quel est cet algorithme-là? Ça s'appelle la création de clés de Diffie-Hellman, en anglais Diffie-Hellman Key Exchange, mais c'est pas un échange de clés, c'est la création d'une clé. Et la clé, c'est C. Alors, on prend un grand nombre premier. 101. OK? Et une base qu'on a trouvée. Anne choisit aléatoirement une petite clé. Un nombre petit a qui est comme 34, disons, et elle calcule sa valeur publique, c'est le générateur à cette puissance-là, et elle annonce le résultat. De même, Bertrand choisit aléatoirement une petite nombre, sa clé privée, le 73, il calcule le générateur à cette puissance et il donne le résultat. Les deux, ils annoncent le résultat, et puis, ayant entendu la réponse de Bob, Anne va prendre sa réponse, ça c'est le grand B, à sa petite valeur, petit a. Alors, 48 à la 34. Le 48, c'est public, mais le 34, c'est à elle-même et personne d'autre.
Et ça, c'est un peu difficile de faire même à la main ou avec une calculatrice, mais on utilise cette astuce d'auparavant. C'est quelque chose que vous pouvez faire sur votre calculatrice. Et elle arrive avec 33. Et, well, c'est peut-être pas convaincant, je vous dis c'est la réponse, mais Bob, il va prendre la réponse de Anne, la clé publique de Anne, va le multiplier par 73, va prendre la puissance 73, et puis elle arrive à la clé secrète partagée. Mais par contre, pauvre Ève ne peut rien faire pour trouver cette valeur 33. On vient de créer un nombre, 33, entre deux personnes qui n'ont aucune capacité d'échanger des secrets du tout. Ils sont en plein public et ils sont capables de produire un secret comme ça, avec les mathématiques, très bien sûr. Mais maintenant, il faudra faire un peu de mise en œuvre de cet algorithme. Alors, on vient de dire, voici un algorithme mathématique, c'est une expérience. Qu'est-ce que ça vaut en réalité? Alors, revenons un peu à la réalité du temps moderne et les logiciels. Oui, pardon, avant que je saute trop loin, des questions sur cela. Ça repose sur l'idée que on n'est pas capable de calculer G à la A fois B. Cette valeur ici, il nous faut connaître la puissance ou au moins un des facteurs de la puissance. La mise en œuvre, on n'utilise pas le groupe Z mod PZ parce que, comme vous avez démontré amplement, on a beaucoup d'astuces qu'on peut faire avec Z mod PZ, on connaît des jolis trucs et ça fait que, en général, il faut prendre un P énorme pour avoir la sécurité qu'on veut. Ça, c'est pas un vrai problème. On peut prendre le P énorme, le travail de chiffrement, ça va bien, mais les opérations sont lentes comparées à si on utilise un autre groupe. Parce que cet échange de Diffie-Hellman, c'est juste une question d'un groupe cyclique, j'ai un générateur, je prends des puissances. C'est tout ce que j'ai dû faire. Et donc, je peux prendre n'importe quel autre groupe cyclique du monde, et on a beaucoup, c'est notre joie en mathématiques d'avoir des groupes cycliques. Et le groupe cyclique qu'on utilise en réalité actuellement, ce sont le groupe de points d'une courbe elliptique. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? All right. Une courbe elliptique, par exemple, c'est une courbe. Son équation est quelque chose qui est quadratique en Y, mais cubique en X. All right. Si vous prenez un cours de géométrie algébrique, vous auriez la chance de vraiment voir que ça c'est la courbe la plus facile qui a des propriétés qui commencent à être très intéressantes, comme que si vous prenez le groupe de points, vous auriez l'ensemble de points à la structure d'un groupe. OK. La raison pourquoi elle a une structure de groupe, c'est quelque chose de la géométrie algébrique qui dit « Ah oui, certainement, il y a un groupe ici. » Mais de le voir de cette façon, je peux vous expliquer comment modifier deux points de la courbe et ça va sembler très bizarre. OK? All right. Alors, une chose que je veux dire, multiplier, par défaut, on écrit l'opération du groupe avec un plus au lieu d'une multiplication. Alors, je parle de la somme de points sur la courbe, mais c'est juste l'opération de groupe. OK. Vous avez une courbe et je dis que vous êtes capable d'additionner, prendre deux points sur la courbe et qu'on peut trouver leur somme qui devrait être un autre point sur la courbe. All right. Well, on peut dessiner la droite de P à Q. Puisque la courbe est cubique, vous pouvez voir ou démontrer que ça va intersecter la courbe exactement dans un autre point. All right. Il y a des étoiles que je devrais mettre pour expliquer complètement, mais ça, c'est à peu près parce que c'est la courbe est cubique. Si vous avez cette droite, vous aurez deux racines et donc un tiers, et ça, c'est la somme. Ça, c'est ce deuxième point. C'est pas la somme. Pour la somme, vous devrez prendre le vertical, et c'est ce point en bas, parce que la courbe est symétrique sur l'axe des X à cause du Y carré, et ça, c'est le P plus Q. C'est bizarre, hein? D'où ça vient, ça? Quelque chose à dire. Alors, la courbe elliptique, on la donne aussi le point à l'infini.
Et le point à l'infini qu'on ne dessine pas, c'est au bas et en haut, c'est le même point à l'infini sur toute verticale. Donc, ce point-ci, c'est le négatif de ce point-ci, parce qu'on dit que c'est le vertical, et donc ça plus ça fait 0. Un peu. Et si j'avais P plus P, je prendrais la droite tangente, et la droite tangente, ça va intersecter quelque part ici. Et ça va m'aider à calculer. C'est malin, OK? Mais ce qui est malin, c'est alors démontrer que c'est un groupe, c'est pas difficile en effet. Si je vous donne l'équation de la courbe, vous pouvez calculer une formule pour le P plus Q, pas de problème. Démontrer que cette opération est associative, ça c'est une des propriétés d'un groupe. Ça c'est difficile. Oh my God, j'ai vu, et ça prend comme une page. C'est horrible, c'est pas du tout le fun. Beaucoup plus fun, c'est de prendre un cours de géométrie algébrique. Et avec le cours de géométrie algébrique, on découvre le groupe de diviseurs d'une courbe. Et comme ça, on dit, oh, pour une courbe elliptique, le groupe de diviseurs, c'est juste les points de la courbe. Ah, c'est facile. Donc, parfois, il faut faire des mathématiques beaucoup plus difficiles pour arriver à une réponse facile. OK. Et donc, le problème de log discrète qu'on va utiliser, alors, ça c'est en effet, cette courbe ici, littéralement, c'est une des courbes qu'on utilise en cryptographie qui est sur vos navigateurs. Et pour le ZP ici, le corps fini dans lequel que je prends les points, alors je peux trouver tous les points x, y dans ZP qui satisfait à cette équation. Je choisis un P énorme ou bien je choisis un corps fini, typiquement de taille 2 à quelque chose énorme. Mais c'est honnêtement une courbe si facile que ça que j'utilise. Et je prends un point et je peux calculer P, P plus P, P plus P plus P, etc. Alors, je suis capable de calculer ces puissances qui seront la somme avec celle. Et le propre discrète, c'est de dire, si j'arrive à ce point-ci, combien de fois est-ce que j'ai dû ajouter P à lui-même pour y arriver? J'ai aucune idée. Je vais tenter P, P plus P, P plus P plus P, etc. Donc, le problème de log discrète est très difficile ici parce que l'addition est vraiment, vraiment très intéressante. OK. Oui. Donc, on est bien d'accord, on regarde les courbes électriques sur ZP. C'est ça. Oui, et j'ai dessiné en R2 que, permettez-moi d'imaginer que ça c'est ZP, mais on a la même notion, l'idée de la droite en ZP. Je peux décrire l'équation d'une droite en ZP, donc j'ai les droits. Mais c'est vrai, je dois imaginer que j'ai pris un ZP comme Z11 et j'ai trouvé toutes les valeurs, les paires x, y en Z11. C'est un nombre fini qui satisfont à cette équation-là. Et parmi ces points-là, je peux prendre un point P et puis prendre ses puissances, disons, et ça va engendrer une groupe cyclique parmi tous les points de la courbe. C'est weird, hein? Ma question, c'était pas ça, en fait. Pardon? Je vais venir après. C'était évident qu'on va trouver une solution dans Z sur PZ à ça. Est-ce qu'on va trouver une solution pour Qu'il y ait des points maintenant, les points d'une courbe elliptique, est-ce qu'on a vraiment tenté ici en 3 ou très peu? Il y a un nombre énorme, si je prends le P assez grand, oui, c'est comme à peu près P carré. Est-ce que je l'ai eu? Le nombre de points à peu près P carré, c'est le nombre de points qu'on aura. Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que ce serait assez grand? Si vous tentez avec un exemple, vous aurez des valeurs de X telles qu'il n'y a aucune solution de Y. Juste comme ici, si je prends cette valeur de X, il n'y a pas de Y sur la courbe. Ça nous arrive, mais ce qu'on a de la théorie des nombres nous dit quand même, il y aura beaucoup. En effet, ce groupe, typiquement, c'est un produit de deux groupes cycliques très grands d'ordre comme taille Z mod PZ. C'est juste, c'est la magie. C'est complètement magie. Un petit exercice que je peux vous proposer, c'est de prendre cette courbe et votre nombre premier favori et de tenter de trouver les points qui satisfont à l'équation.
Et puis, on ne peut pas dessiner pour trouver la somme, il faut calculer l'équation d'une droite avec 2 points complètement algébriquement et trouver c'est quoi le troisième point. C'est pas facile. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette réponse soit préférable aux autres? Ah, qu'est-ce qui fait que c'est préférable? Finalement, c'est que pour avoir quelque chose où l'opération est difficile, on n'a pas besoin de choisir le P si énorme que sur Z mod PZ. Puisque la multiplication ou l'opération ici est si compliquée, on n'a aucune bonne astuce pour trouver le discrete log. Alors, on ne peut pas dire « Ah, je fais le 2 à la 3 et le cela ». On n'a pas autant de méthodes pour réduire et de simplifier la tâche de trouver le log discrète. Alors, on est en train de penser. Alors, en théorie des nombres, une des belles choses à faire, c'est de tenter de trouver un algorithme rapide pour quelque chose comme ça, mais ça ne se fait pas. Est-ce qu'il est valable même pour quelques algébriques si... Ah, bonne question. Est-ce que c'est valable pour n'importe quelle courbe algébrique? Oui. Alors, on peut faire des courbes hyperelliptiques. Alors, il y a des classes de courbes. Ils ont besoin de génus plus grand que 1 ou E ou de plus grand que 0. Et là, ils auront cette structure de groupe. Mais finalement, en cryptographie, les gens ont démontré que même si tu compliques la vie, tu choisis une courbe très compliquée, plus compliquée qu'une courbe elliptique, la complexité n'est pas beaucoup plus difficile. C'est que tu as un temps polynomial plus difficile. Et donc, ça ne vaut pas la peine de prendre une courbe hyperelliptique. En fin de compte, il faudra choisir quelque chose qui est dans la classe des courbes elliptiques. C'est le moindre qu'il faut faire et tout qui est plus compliqué revient en fin de compte à une petite transformation, une courbe elliptique. Cette courbe est populaire, donc est-ce que cet acte qui laisse son application dans le domaine de la cryptographie, qui laisse toujours... Alors, bonne question. Alors, j'ai dit que ça, c'est la courbe elliptique qu'on utilise dans un logiciel qui est dans votre navigateur. Mais si je vous donne la courbe, alors on a assez de temps pour jouer avec la courbe. On peut avoir des astuces peut-être. Et n'est-ce pas un problème qu'on réutilise la même courbe autant et autant? Ah, mais on choisit un point différent à chaque fois pour le point de départ. Et ça veut dire que même si vous avez utilisé la courbe, le fait que vous ayez choisi un autre générateur fait que le problème est de nouveau à chaque fois qu'on tente de l'utiliser. Alors, ça ne répond pas exactement à la question, mais on est au point qu'il y a un nombre énorme de points sur cette courbe. C'est vraiment absolument agaçant que c'est large. Il y a une famille de courbes qui ont été vérifiées comme avoir des propriétés super spéciales. Parce qu'on pourrait avoir une courbe où il y a une astuce, quelque chose qui simplifie cette tâche. Et non. Alors, on a standardisé, alors qui va venir, il y a une standardisation qui dit, OK, ces courbes-là sont approuvées, ils auront la propriété qu'on aura besoin. Mais c'est une liste très petite. Ça répond à la question. Oui. Et donc, question, pardon. L'ordre de grandeur de P, tu l'as fait tout à l'heure, ça va être quoi l'ordre de grandeur de P? Et je t'aurais dû regarder dans mes fichiers. Je ne sais pas, mais c'est dans les 2 à la et probablement 2 à la 64, 2 à la 128, cet ordre de magnitude. Alors, le P va être un nombre de taille probablement vers la taille des clés, alors de la 128, de la 256, ce sont les sortes de chiffres qui sortent. On peut augmenter ce nombre dès qu'on veut, mais dans les logiciels, c'est déjà, je reviens à cette question de logiciel en 2 secondes. Mais c'est une bonne question. Alors, quelle est la taille? C'est une taille telle que, non, on ne peut jamais même écrire tous les points de la courbe. C'est impossible de stocker les valeurs de tous les points de la courbe. 2 à la 128, c'est trop grand. Est-ce qu'il reste encore des temps pour est-ce qu'il reste encore du temps? Oui, on est bon, on est bon. Ah, d'accord. Dans le chapitre, dans le son, vous allez faire l'application quantique ou bien vous ne passez pas par la... Quantique, c'est le cours 2. Parce que j'ai dit, est-ce que ce résultat que vous venez d'expliquer ici s'arrête aussi valable pour le cas quantique? OK, très bon. Alors, le prochain cours, on va parler de quantique, un ordinateur quantique, et non, c'est foutu.
So, voilà. Désolée, même qu'on a choisi ce travel courbe, il y a une belle multiplication et c'est bon. Je n'ai parlé que des algorithmes classiques et non, avec un ordinateur quantique, c'est facile de résoudre. So, OK, mais ça c'est bon, la bonne approche pour avoir. Alors, juste très rapidement, juste à dire, cet échange de clés nous permet de créer une petite clé, peut-être de longueur, c'est 2 à la 256 ou quelque chose. C'était une clé de longueur 256. C'est pas suffisamment pour faire un chiffre de Vernam ou un masque jetable avec mon message. Si je veux enchiffrer un document Word, je peux pas utiliser une clé de cette longueur-là. J'ai besoin de mégabytes de clés. Hein? Alors, on a un logiciel qui s'appelle le AES. C'était choisi suite à un concours public en 2001 par le National Institute of Standards and Technology. C'est eux qui font une standardisation des algorithmes afin que tout navigateur peut dire « je vais implémenter ces standardisées façons d'algorithmes, etc. » Et ça, c'est pourquoi deux navigateurs peuvent se parler si facilement, parce qu'ils ont choisi le même standard. Alors, AES, tu donnes une clé qui est la suite de votre Diffie-Hellman. Vous avez fait Diffie-Hellman, vous avez la clé privée, vous deux, vous avez la même clé. Vous allez maintenant utiliser AES pour partager vos messages secrets, votre communication. C'est très rapide, c'est très sécuritaire, mais ça dépend totalement que vous avez la même clé que votre correspondante. Et vraiment, l'algorithme est magnifique. Il y a la multiplication de matrices, il y a l'arithmétique modulaire, il y a les permutations, il y a n'importe quoi. Ils ont vraiment juste fait quelque chose comme ça avec votre clé et le message pour produire le cryptogramme. OK. Et DHE est vraiment le cœur de nos communications. Si vous le faites pour notre navigateur, allez sur le... Oui? Pourquoi faut-il faire tant de choses? Est-ce que si on a créé un clé complètement privé, ça ne devrait pas être compliqué pour l'utiliser? Ce qu'il faut faire maintenant, j'ai une petite clé. Et si c'était la longueur du message, je pourrais juste faire, oui, mais exactement, il faut vraiment mêler parce que je prends un grand document. Block ciphers qui sont intervenus avant, alors... C'est vraiment chouette, mais c'est pas autant mathématique que le reste de cette histoire. Alors, si sur votre navigateur, vous choisissez la chose barrée, vous allez probablement, si vous êtes sur un site web qui a des mots de passe. Mots de passe, c'est quelque chose de très petit. On peut juste faire le Diffie-Hellman si on veut, et le AES. Et donc, on peut faire, ça c'est ECDHE, ça veut dire avec les courbes elliptiques, DHE. Et après, ça fait le AES avec une clé de longueur 256. Alors, ça répond peut-être que le DHE était à 2 à la 256. OK. Et juste rapidement les conclusions, je vais sauter un petit peu. Autre problème cryptographique. On a parlé du problème de créer en secret, une clé secrète en clé publique. Parce que ça, c'est le point de démarre de toute cryptographie. On a besoin d'une clé secrète entre nous deux. Et après ça, on peut faire le AES et enchiffrer tout ce qu'on veut. Mais il y a d'autres questions cryptographiques de ça. La première, c'est que pourrais-je envoyer? Alors maintenant, le Diffie-Hellman, c'est joli, mais il faut que moi, j'annonce A et vous dites B et puis on dit C. OK? Alors, ça prend une communication et, avec un navigateur, imaginez que vous êtes chapters.ca, vous voulez vendre des livres. Il y a 1 million de personnes qui viennent demander « Donne-moi un A, donne-moi un B ». C'est trop de travail. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont publier leur portion et ça fait cette idée de cryptographie asymétrique ou à clé publique. Il y a des algorithmes spéciaux de ça et je vais partager cela ou bien je vais incorporer cela dans mon cours pour mercredi, juste pour vous indiquer cela. Juste à dire, on n'a pas besoin de faire un échange. On pourrait bien faire un algorithme qui fait dans une étape. Si je publie mon grand A, vous seriez capable de m'envoyer un message sans me parler pour négocier. Pardon? Une autre bonne question, c'est est-ce que je peux sceller un document?
Parce que c'est pas juste que je vais faire une communication secrète. Parfois, je vais envoyer un contrat et je veux pas que vous modifiez le PDF et dites, mais vous avez dit que c'est le bon contrat. Hein? Alors, ça, c'est une très belle question en cryptographie et on utilise quelque chose qui s'appelle des fonctions de hachage de ça. Les fonctions de hachage, ce sont des objets très intéressants, mais un goût peut-être comme le AES. Et un exemple, c'est les chats que vous avez vus peut-être sur l'écran. Pardon, ça va un peu trop rapidement, mais je reviens plus tard. Je vais juste ici. L'autre, c'est est-ce que je peux authentiquer une communication? Ça veut dire, est-ce que je peux m'assurer que je suis en train de parler avec Anne, avec Bertrand? Est-ce que je suis certain que c'est vous? Parce que ça, c'est une faiblesse énorme dans la communication qu'on avait parlé. Et ça s'appelle une signature numérique. Et il y a des algorithmes pour cela, mais c'est un peu plus compliqué. Pardon. Comme ça, je dis, en savoir plus, il y a beaucoup de très bons livres sur la théorie des nombres et sur les applications à la cryptographie. Je vous laisse parcourir et le prochain cours, on va faire la théorie quantique, ses implications. Et puis, je vais revenir à ces choses que j'ai faites trop rapidement à la fin, au début du 3e cours. OK. Question? Merci beaucoup. Donc, on a une pause maintenant pour le dîner. Les lunchs sont servis derrière ici. Puis on prend à 14h30 les exposés dans notre. Ouais, merci.